Bonsoir à tous, bienvenue dans Euronews Soir pour l'essentiel de l'actualité européenne et internationale de ce jeudi 28 mars. Voici les titres de ce journal. Le Brexit continue de donner le tournis au Royaume-Uni. Le président de la Chambre des communes a donné son feu vert à un troisième vote demain sur l'accord de retrait conclu entre Londres et Bruxelles. Hier, Theresa May a promis de démissionner si les députés approuvent son texte. La cacophonie règne à Londres. Les États-Unis dénoncent la présence d'avions militaires russes à Caracas et réclament leur départ immédiat. Réponse négative de la Russie. En toile de fond, il y a toujours ce duel pour le pouvoir au Venezuela entre le président Maduro et l'opposant Juan Guaido, dont l'épouse a été reçue à la Maison-Blanche. La mobilisation se poursuit en Algérie pour réclamer le départ du président Bouteflika et au-delà la fin d'un régime vieillissant. Un sixième vendredi consécutif de manifestation est attendu demain. Interview dans ce journal. Enfin, nous vous ferons découvrir le tout nouveau musée national du Qatar. Le complexe en forme de rose des sables a été conçu par l'architecte français Jean Nouvel. Bienvenue, le Royaume-Uni est donc toujours empêtré dans les débats du Brexit. Le gouvernement a proposé aujourd'hui de soumettre une troisième fois au vote du Parlement l'accord conclu entre Theresa May et Bruxelles. Le président de la Chambre des communes a cette fois donné son feu vert, sachant que l'accord a déjà été rejeté à 2 reprises par des députés qui ne sont pas parvenus hier soir à s'entendre sur une alternative. Face à cette impasse, Theresa May a tenté un ultime coup de poker en promettant de démissionner si le Parlement vote son accord avec l'Union européenne. Laura Cambo. Jamais le Brexit n'avait été aussi confus. Mercredi soir, les députés de la Chambre des communes ont voté 8 fois non aux solutions de remplacement de l'accord négocié par Theresa May sur la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Pour les conservateurs, il faut voter très rapidement, cette semaine, l'accord négocié par la Première ministre. C'est essentiel de faire des efforts pour y parvenir et pour que la Chambre débatte de cela. Nous ne voulons pas demander une autre extension du Brexit et devoir organiser des élections européennes. Cette soirée de mercredi témoigne de l'incapacité des députés britanniques à se rassembler autour d'une seule proposition. À Bruxelles, la Commission européenne ironise. Nous avons compté 8 non mercredi soir, maintenant il faut un oui pour aller de l'avant. Face au blocage politique à Westminster, les milieux d'affaires sont furieux. Un ras-le-bol exprimé lors de la conférence annuelle des chambres de commerce britanniques. Nous voulons dire à Westminster que nous sommes frustrés, nous sommes en colère. Vous avez abandonné les entreprises britanniques. Mais nous devons clairement dire à nos représentants qu'ils ne peuvent pas se bercer d'illusions. Tous doivent commencer à prendre des décisions, aussi difficiles soient-elles, personnellement et politiquement. Des députés qui pourront se prononcer de nouveau très bientôt. Le speaker de la Chambre des communes l'a annoncé, l'accord négocié par Theresa May sera de nouveau voté ce vendredi. S'il est voté, la Première ministre a promis qu'elle démissionnerait. Dans l'actualité également, le Venezuela est toujours au centre d'un bras de fer entre d'un côté le président Nicolás Maduro, de l'autre l'opposant Juan Guaido qui a été révoqué aujourd'hui de son poste de président du Parlement. La crise vénézuélienne qui est à l'origine de vives tensions entre les États-Unis et la Russie. Washington a exigé le départ d'avions militaires russes à Caracas. Pas question, a répondu Moscou. Les détails avec Maxime Bios-Duplan. Des avions russes sur le tarmac de l'aéroport de Caracas. Ce sont, selon Moscou, des conseillers techniques envoyés récemment au Venezuela pour l'application des accords signés dans le domaine de la coopération technique et militaire. Mais surtout, ils resteront aussi longtemps que nécessaire. La partie russe n'a enfreint aucune règle, ni les accords internationaux, ni les lois du Venezuela. La Russie ne modifie pas l'équilibre des pouvoirs dans la région. La Russie ne menace personne, contrairement aux gens à Washington.
C'est ainsi que Moscou a répondu à la demande de Donald Trump de quitter le Venezuela. Donald Trump qui a reçu ce mercredi Fabiana Rosales, l'épouse de Juan Guaidó, autoproclamé président par intérim et reconnu par une cinquantaine de pays. Le jeune chef de l'opposition a de nouveau appelé à une grande mobilisation anti-Maduro pour ce samedi. Savez-vous ce que le régime dit? Il dit « Regardez, les lumières se sont éteintes ». Et les gens ne disent rien, car ils s'y sont habitués. Eh bien, ils vont avoir une surprise. Non seulement nous allons manifester samedi, mais à chaque fois que les lumières s'éteignent, qu'allons-nous faire à partir de maintenant? Nous allons faire en sorte que nos droits comptent. Ce samedi, attendez le lieu et l'heure dans chacun des États. Depuis plusieurs jours, une nouvelle panne d'électricité géante frappe le Venezuela. Les magasins ferment les uns après les autres, les services publics sont à l'arrêt. L'économie vénézuélienne perdrait 200 millions de dollars par jour à cause de cette panne. Les Algériens sont de nouveau appelés à descendre dans la rue demain pour un 6e vendredi consécutif de manifestation. Le président Bouteflika, affaibli par les séquelles d'un AVC, semble lui de plus en plus seul. Cette semaine, le principal allié du parti au pouvoir a demandé sa démission et surtout le chef d'état-major de l'armée a demandé que le président de 82 ans soit déclaré inapte. Pour parler de la situation en Algérie, nous retrouvons Mohamed Sifawi, journaliste, écrivain spécialiste du monde arabe. Bonjour. Bonjour. Alors le président Bouteflika, on le voit de plus en plus isolé, lâché par ses fidèles, en particulier l'armée. Quels sont les scénarios possibles désormais pour Abdelaziz Bouteflika? Va-t-il démissionner? Oui, visiblement, la démission est prête, selon ce qui se dit à Alger, dans les cercles, je dirais, qui gravitent autour du régime. Et en fait, l'enjeu aujourd'hui pour le régime, justement, c'est de sauver ce fameux système auquel ils appartiennent tous et qui leur permet justement de garantir la répartition de la rente selon une logique à la fois clientéliste et corruptrice. Alors imaginons Abdelaziz Bouteflika annonce sa démission. Qui pourrait assurer sa succession? Quel est l'avenir politique à envisager pour l'Algérie? Alors, selon les textes, mais vous savez, le régime algérien respecte très peu ses propres textes. Théoriquement, c'est le président du Sénat qui serait chargé d'assurer l'intérim et de préparer des élections présidentielles. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a une situation qui ne réclame pas uniquement, comme je l'ai précisé, le départ d'un président usé et malade, mais une rue mobilisée à un niveau extrêmement élevé, c'est-à-dire des millions de personnes dans la rue, toutes les corporations, toutes les professions qui exigent le départ du régime dans son intégralité. Et on voit bien que ce même régime continue de manœuvrer pour se maintenir au pouvoir parce que les enjeux sont énormes. D'abord, pour les gens du régime, c'est garantir l'impunité. Il ne faut pas oublier que l'Algérie est l'un des pays, enfin le régime algérien est l'un des plus corrompus au monde. C'est se garantir les privilèges. Il ne faut pas oublier aussi que la rente pétrolière et gazière, depuis l'indépendance, profite en premier lieu aux caciques du régime et à leur clientèle et à leur entourage. Et enfin, comme je ne cesse de le rappeler, aussi simplement, ce régime n'a jamais intégré dans sa psychologie l'idée de céder un jour le pouvoir. Et aujourd'hui, on arrive à la fin d'un cycle, la fin d'un cycle biologique aussi, la fin d'un cycle politique, un changement je dirais, au niveau planétaire qui fait que la jeunesse aujourd'hui ne peut pas se suffire de quelques autocrates grabataires qui ne lui offrent aucune perspective d'avenir et pire, qui mettent le pays dans une situation de grande difficulté. Merci Mohamed Sifawi pour cet entretien. Je rappelle que vous êtes journaliste et écrivain et que vous venez de publier Où va l'Algérie aux éditions du Cerf. Merci beaucoup. Facebook part en guerre contre les dérapages. Le réseau social de Mark Zuckerberg va interdire les publications d'internautes liées au suprémacisme blanc ou encore celles faisant l'apologie du nationalisme. Cette mesure intervient après l'attaque contre 2 mosquées de Christchurch en Nouvelle-Zélande. Le tueur, un Australien, avait publié en direct sur Facebook la vidéo d'un massacre motivé par la haine des immigrés.
Suprémacisme, nationalisme, séparatisme blanc, des mots qui n'ont plus leur place sur Facebook. Le réseau social a annoncé ce mercredi soir qu'il allait davantage interdire les publications faisant l'apologie de ces concepts haineux et violents. Facebook et Instagram promettent donc de reprendre la main sur des dérapages dont la portée peut se révéler souvent dramatique. Mais est-ce réellement faisable? Comment Facebook va-t-il procéder? Si vous cherchez des termes associés à ces groupes, vous n'obtiendrez aucun résultat, mais vous serez dirigé vers un groupe appelé La vie après la haine. C'est un groupe fondé par d'anciens extrémistes qui aident les gens à sortir de ces groupes extrémistes violents. Facebook utilise l'intelligence artificielle et tout un groupe de modérateurs humains pour trouver du contenu choquant, mais il ne trouve pas tout. Et certains trouvent toujours de nouveaux moyens pour se soustraire à son contrôle. Je pense donc que si beaucoup de groupes ont vanté cette nouvelle interdiction, il reste beaucoup de questions sur la façon dont Facebook va être en mesure de la faire respecter. En 2017, le meurtre d'une militante antiraciste à Charlottesville aux États-Unis avait averti sur l'urgence du phénomène et la tuerie perpétrée par un homme se disant suprémaciste blanc dans 2 mosquées de Christchurch en Nouvelle-Zélande a de nouveau mis ce sujet sur le devant de la scène. Les élections européennes auront lieu à la fin du mois de mai. À cette occasion, nous partons chaque jour à la rencontre des Européens. Cette semaine, nous sommes en Espagne. Nos équipes ont fait escale à Calpe, au bord de la Méditerranée. Elles y ont rencontré des Britanniques, nombreux à avoir élu domicile dans cette région très ensoleillée, loin des préoccupations du Brexit. Reportage Christina Riner, Annelise Borges avec Olivier Peggy. La suite de notre tour d'Europe à 2 mois des élections européennes. Aujourd'hui, nous faisons escale à Calpe, dans la province d'Alicante. L'Espagne est un des pays d'Europe où vivent le plus de ressortissants britanniques. Ils sont près de 300 000. Et rien que dans la région d'Alicante, on estime qu'ils sont 130 000. Nous avons été invités à un thé dansant avec quelques-uns de ces Britanniques. L'occasion d'évoquer avec eux le Brexit, la manière avec laquelle ils suivent ce processus laborieux et ce qui pourrait advenir des relations avec le Royaume-Uni. Que vous inspire la situation actuelle ? Moi, je suis très en colère. Tout est très confus. Personne ne comprend ce qui se passe. Certains disent une chose, d'autres disent le contraire. Et finalement, on n'a pas la moindre idée de ce qui se passe. Moi, honnêtement, j'ai arrêté de regarder tout ça. Au début, j'ai essayé de suivre, mais j'ai laissé tomber. Tout ça m'ennuyait. Donc voilà. Pour des questions d'assurance, on va obtenir des passeports irlandais. Ça nous permettra d'être toujours citoyens européens. Je ne sais pas si à terme tout ira si mal. Une fois que les décisions auront été prises, les choses iront de l'avant. Et la Grande-Bretagne survivra à ça. On a survécu à tant de choses par le passé, des choses bien pires que le Brexit. 1500 km séparent Calpe de Londres, un éloignement géographique qui permet de relativiser les affres du Brexit. Et pendant que la tempête souffle dans la capitale britannique, ici, on profite d'un climat ensoleillé. Pour terminer ce journal, direction Doha, où est inauguré le musée national du Qatar, 8 ans après le début de sa construction. Ce musée en forme de rose des sables a été conçu par l'architecte français Jean Nouvel. Visite guidée avec Guillaume Petit. De tous les trésors cachés sous le sable ou sous la roche au Qatar, c'est celui qui attire désormais tous les regards. La rose des sables, une perle architecturale sortie de terre pour dominer la mer. Le nouveau musée national du Qatar, construit par l'architecte français Jean Nouvel, vient d'être inauguré et ouvre enfin ses portes au public après plus de 15 ans de plans, faits, défaits et refaits. 52 000 mètres carrés de bâtiments et plus de 500 pétales de toutes les tailles qui s'enchevêtrent les unes aux autres. Comme pour le Louvre d'Abu Dhabi, Jean Nouvel a puisé son inspiration dans la culture du pays en pleine mutation. Une architecture comme reflet d'une époque en perpétuelle transition. Le bâtiment doit être un symbole. Il doit refléter beaucoup de dignité. Il ne peut pas être fragile.
et il doit être pérenne. Et il y a plutôt intérêt à ce qu'il soit pérenne vu le coût du projet, plus de 380 millions d'euros. À l'intérieur, 7000 mètres carrés d'espace d'exposition pour raconter, au fil d'images et d'objets, les différents visages du Qatar et de son histoire. Un visage qui se veut plus ouvert. C'est une expérience à laquelle tout le monde peut prendre goût, que vous soyez d'ici, que vous soyez un touriste ou un expatrié. Je suis certain que vous découvrirez quelque chose que vous ignoriez du Qatar ou de sa culture. Une rose des sables massive mais qui se fond dans le paysage, à l'image d'un pays décidé à montrer qu'il n'est plus un petit rocher et que le vent peut tourner. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez toute l'actualité sur notre site internet. Restez sur Euronews pour d'autres informations. Très bonne soirée et à demain.